Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Si toi-même tu vas raconter une histoire, envoie ta demande et tu vas monter ici en direct pour raconter les histoires. Ici, on raconte des histoires mystiques uniquement. Pas les histoires romantiques, s'il vous plaît. Les histoires à vos débats sexuels ne nous concernent en rien. On ne cite pas les noms des gens qui sont concernés par l'histoire. Donc, pas de nom des hôtels, les écoles, les restaurants, les bars, les snacks, les boîtes de nuit. On ne veut pas les noms, s'il vous plaît. Jonathan, à ton tour. Dieu d'amour, bonsoir. Sarah, comment ça va? Bonsoir, Jonathan. Bonsoir DMG, on me reçoit? Oui. Ok. Ça fait longtemps que je suis pas monté raconter une histoire. Alors là, ce soir, il y a deux histoires qui me reviennent. Je vais commencer par la première. Elle concerne l'histoire du père à mon ami lorsqu'il était à ses premières années de fonction dans les douanes ivoiriennes. C'était un monsieur d'une intégrité sans pareil. Franchement, c'était quelqu'un qui ne laissait rien passer. Même quand ses collègues avaient de la pitié, lui, il manifestait vraiment aucune pitié pour quoi que ce soit. C'était quelqu'un qui était vraiment irréprochable. Et cette situation-là lui entraînait des inimitiés de ses collègues qui parfois voulaient profiter de certaines opportunités. Des inimitiés aussi de sa femme parce que, bien sûr, celui qui est trop intègre, on ne lui fait jamais de cadeaux, au contraire, on lui fait toujours des menaces et quand c'est comme ça, les femmes n'aiment pas. Donc, je vais un peu vite. Donc, une fois, il était à son poste et ils ont réussi à intercepter lui et un collègue à lui, un monsieur avec un colis qui était un peu suspect. Ça contenait un agent chimique qui ne sert qu'à laver les faux billets. J'ai pas envie de citer le nom ici. Mais c'est un agent chimique, si les gens s'y connaissent, ça ne sert qu'à ça. Donc c'est suspect même d'en transporter, c'est suspect d'en faire commerce, c'est suspect d'en manipuler. Donc ils ont saisi le monsieur à cette quantité-là, de cet agent chimique-là. Franchement, les négociations se sont entamées immédiatement. Le monsieur, il n'a même pas essayé de discuter. Il a dit sincèrement, voilà ce que moi je vous propose. Et là, on parle d'argent, on parle de grosses sommes d'argent. Voilà ce que je vous propose. Le collègue à côté a commencé à trembler en même temps. Il s'est dit, ah, ça c'est une opportunité à pas rater. Mais c'était mal connaître le papa. Le papa a refusé. Ils ont tout dit. Le papa a dit non, 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 non. Que lui, l'affaire doit arriver où ça doit arriver. Contre l'avis même de son collègue, il a appelé directement la gendarmerie la plus proche, puisque c'est dans les villes de l'intérieur. Ils ont envoyé un pick-up. En tout cas, rapidement, il les a accompagnés au poste, déposé officiellement, raconté les circonstances de l'arrestation, de l'interpellation du monsieur. Pendant tout le trajet, le monsieur lui disait, mais ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas arriver quelque part. Parce que ce que toi tu as laissé là, tes supérieurs même vont accepter. Est-ce qu'il les écoutait? Est-ce qu'il écoutait même le monsieur? Il était sérieux. Il a mené la procédure à son thème. Les gens devant lui, ils l'ont incarcéré. Ok. La semaine qui a suivi, il va à une station-service du coin là, se prendre un plein pour sa moto. Il finit de faire le plein, il veut payer. Le pompiste lui dit, ah mais doyen, ils ont déjà payé pour vous. Il dit, comment ça, ils ont déjà payé pour moi? Il dit, ils ont déjà payé pour vous. Il y a un monsieur là qui nous a demandé de faire au moins 3 pleins de ta moto. Il a donné l'argent cash. Donc lui, il est surpris. Il sait qu'il n'a pas fait. Il sait qu'il n'a pas de. Comment dire? Il n'a pas de bienfaiteur dans la ville à part lui-même. Il sait. Les seules personnes vers qui vraiment. Avec qui il a fait vraiment du bien, ce sont les vieux de la ville. Parce que lui, à chacune de ses affectations, il cherchait toujours à rencontrer le conseil des sages de la ville. Si c'est une cour du roi avec les notables, il cherchait toujours à rencontrer au moins quelqu'un. Et puis faire de menus cadeaux, peut-être quelques paquets de savon, il fait toujours ça, pour qu'il arrive. Donc il s'est dit, c'est sûrement pas les vieux là
qui m'ont fait le plein, ils m'auraient dit. Donc, il a tiqué, bon. Il s'est dit, c'est pas grave. Il continue sa route. Il fait son service. 2 jours plus tard, il a un carrefour là. Il y a une voiture qui est au même niveau que lui. Le monsieur l'interpelle. Il regarde. Le monsieur lui fait signe d'aller, de se garer sur le côté, qui veut lui parler. Bon, lui, il est serein. Lui, c'est un corps habillé, et puis c'est un civil qui veut lui parler. Il y a quelle menace? C'est lui-même qui constitue la menace. Donc, il gare. Et le monsieur descend. Le monsieur lui rappelle vaguement quelqu'un. Il n'arrive pas à cerner. Le monsieur même se présente. Il dit, ah, c'est moi que tu avais pris avec le... Bon, j'ai failli dire le nom. C'est moi que tu avais pris avec le manchin là. Il dit, c'est pas possible. Il dit, oui, c'est moi. Je t'ai dit que si toi, tu n'acceptais pas ma proposition, au-dessus de toi, ils allaient accepter. Donc, écoute, moi, je suis dehors. Hein. Ce qui est sûr, ma marchandise est arrivée où ça est arrivé. Mais j'ai admiré ton intégrité, en fait. C'est pourquoi j'ai décidé de te faire 3 pleins de motos. Sinon, ceux avec qui j'ai négocié là, tes super avec qui j'ai négocié là, je leur ai donné beaucoup plus. Et vraiment, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Le monsieur était tellement en colère, il est monté sur sa moto, il est retourné au service. Toute la journée, là, il n'a parlé à personne parce qu'il considérait tout le monde comme des potentiels corrompus. Il arrive à la maison, il y a une jeune femme, il y a plutôt un jeune homme qui vient avec sa bicyclette là. Le jeune homme gare, il descend, il demande à lui parler. Effectivement, il le reconnaît, c'est le fils d'un vieux de la ville à qui il a offert, bien sûr, des savons et tout ça là. Le petit lui dit, ah, j'ai mon papa qui a une commission pour toi. Il dit de te dire que ils vont te faire un cadeau. Ils vont te faire un cadeau là. Il ne faut pas manger le cadeau. Il ne faut pas consommer le cadeau. Si on te fait un cadeau, il ne faut pas manger, il ne faut pas prendre. Il dit, mais quel cadeau? Il dit, ah, c'est ce que mon papa m'a dit, il ne m'a pas précisé, il m'a dit juste de te dire ça et de revenir. Il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, mais tu es arrivé, tu as mangé avec nous. Le jeune lui dit, mon papa m'a dit de te faire la commission et de revenir. Il ne m'a même pas dit même de m'asseoir, quoi que ce soit. Et dès que tu finis, tu reviens. Donc, il a pris sa route, il est parti. Effectivement, le lendemain soir, il rentre à la maison, il retrouve sa femme qui est très heureuse, ce qui est rare. Sa femme est heureuse, elle accueille avec le sourire, tout ça là, qu'aujourd'hui au moins là, tu as commencé à penser à nous. Il est surpris, il ne comprend pas. Il rentre dans la maison, effectivement, il y a plein de provisions au sol, des sacs de riz, des bidons d'huile, tout ça là. Il ne comprend pas. Il lui demande, il dit non, il y a un monsieur à qui tu as rendu service là. Il a une grosse voiture comme ça, c'est lui qui est venu déposer ça à la maison. Il est rentré dans une colère noire. Il dit, mais c'est pas possible, ce monsieur, il se prend pour qui? Venez jusqu'à chez moi, tout ça. Ça là, tu ne toucheras rien dedans. Mais sa femme aussi, elle ne voulait pas se laisser faire. Toi, d'habitude, tu n'acceptes pas cadeau. Aujourd'hui, la cadeau, elle vient te retrouver encore, tu vas refuser. Ils ont fait un tapage. Ils ont fait un tapage dessus. La femme dit, il a envoyé aussi de la volaille. Un gros coq. Elle dit, en tout cas, coq là, je vais manger, préparer, je vais manger. Si tu veux le reste là, tu vas jeter. Mais coq là, je vais préparer, je vais manger. Il dit, tu vas pas manger. En tout cas, les chamailleries. 3h, 4h du matin, la femme s'élève. Elle va dans la cuisine avec une idée ferme. Elle va préparer le coq là pour manger. Si son mari ne veut pas manger, elle en tout cas, elle n'est pas assez bête pour laisser passer cette opportunité là. Poulet, elle vient te trouver à la maison et puis tu vas faire des manières. Elle va dans la cuisine, elle prend un couteau là-bas, elle se retourne maintenant dans la cour, ils ont attaché le poulet, le coq là, pour pouvoir le manger. Elle arrive. Le coq qu'ils ont attaché au pied d'un arbre de la cour là. Mais le coq a pris des proportions physiques extraordinaires. C'est-à-dire que sa taille là, la taille qu'ils ont laissée là, ce n'est pas la taille qu'ils sont venus retrouver. C'est comme si la chair là a enflé. C'est devenu comme, la chair a poussé comme un cas de cancer ou bien je ne sais pas quoi. En tout cas, la chair du poulet a poussé jusqu'à ce que c'est plus même là, était un sur son corps comme ça. Il était devenu gros, bizarre. Quand elle a vu ça dans le noir, elle a crié automatiquement. Son mari aussi est venu. Il a vu la bête. Là, les deux même ont peur. Le poulet m'est devenu tellement bizarre que le poulet même ne peut même plus faire émettre un son.
Tu sais qu'il est vivant, mais c'est comme si il a enflé comme pas possible. Donc quand lui, il a vu ça, franchement, il a eu peur. Ils ont attendu jusqu'au matin. Il allait voir directement le vieux qui lui a laissé la commission là, pour lui expliquer ce qui se passe. Le vieux lui a dit c'est ce que lui, il a vu. Mais il ne savait pas précisément quand ils allaient lui envoyer ce colis piégé là, que s'il avait mangé de la chair de ce poulet là, ce qui est arrivé au poulet là, c'est ce qui allait lui arriver. C'est-à-dire qu'il allait avoir une maladie, il allait enfler bêtement jusqu'à mourir. Finalement, le vieux là dit à son fils d'aller envoyer le poulet là à la maison. Il est parti, il a pris le poulet, même les provisions là, même là. Le papa a dit au petit là, prends toutes les provisions même. Si tu veux, je vais appeler un véhicule, prends toutes les provisions, tu charges, tu t'en vas. Je ne veux même plus voir, ne serait-ce que une seule goutte de l'huile ou bien un seul grain du sac de riz que le monsieur nous a envoyé. Je ne veux plus rien voir ici. Pour cette fois, en tout cas, sa femme était d'accord. Et c'est comme ça, ils ont échappé vraiment à cette attaque mystique-là. DMG, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va bien. Oui, bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Bon, aujourd'hui, D'accord. ce soir, j'ai décidé de te raconter l'histoire de ma soeur. Voilà. Donc, l'histoire, c'est quoi en fait? Ma soeur, elle a épousé un mari. Voilà. Donc, du coup, le gars là, ils ont fait un pacte de sang, c'est-à-dire un pacte de fidélité en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vécu ensemble, ça fait 14 ans de mariage, voilà. Donc, elle a jamais trompé son mari, en fait, voilà. Donc, il y a un moment, elle commençait à sous-estimer son gars et tout ça. Elle voyait pas ça au clair, en fait, tu vois. Donc, elle a décidé de mener ses enquêtes. Et une fois, elle a dit au monsieur que non, je pars dans un village et tout ça, donc je serai de retour, je vais juste pour prier, en fait. Or, elle était cachée juste dans l'autre maison, en fait, qui est dans la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a appelé Sago, voilà, une petite Isa. Et du coup, le gars est en pleine action. Et elle rentre comme ça, voilà, il se prend le gars. Elle dit rien, en fait. Elle dit rien, elle n'est pas en mode choquée et tout ça, elle dit rien. Elle prend juste les deux slips, c'est-à-dire elle prend le caleçon du gars et elle prend, comment on appelle déjà, le slip de la go, voilà. Donc elle sort avec, voilà. Elle part dans le cimetière où on enterrait sa grand-mère, parce que sa grand-mère était une grande sorcière, voilà. Donc du coup, elle a enterré le slip de la fille, là-bas. Et elle est allée voir un marabout pour donner le caleçon à son homme, pour rendre le gars aveugle. Donc, par la suite, il restait... au bout de 5 jours, la fille, elle a commencé à souffrir ce que chez nous, on appelle le moinza. Le moinza, c'est-à-dire qu'on te jette des plaies où tu pourris. Voilà. Donc, ça finit par tuer la fille. Et son mari, aujourd'hui, est toujours aveugle. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est pour dire aussi aux autres, voilà, d'éviter de sortir avec l'égard des autres, en fait. En tout cas, surtout quand un gars est marié, là, il faut pas accepter ça. Donc, c'était un peu ma petite histoire de ce soir. Merci beaucoup, Nana Fraise, pour l'histoire. Ben, je vous en prie, en tout cas. Dans les commentaires. Et j'ai reçu l'histoire d'une abonnée qui parle même de la même chose, mais avec beaucoup plus de détails. Et elle tente de conseiller des filles qui arrivent chez les copains et après elles laissent leurs caleçons, leurs soutiens, leurs sacs, leurs chaussures, puis l'ouvert et tout. Je regarde comme quoi il faut marquer son territoire. Elle dit que une fille faisait ça à son gars. Elle est arrivée chez le gars, elle a trouvé les habits, elle a pris les habits, elle est partie féticher les habits. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est dangereux de laisser ses habits chez un gars qui n'est pas ton mari. S'il te trompe et si c'est qu'il a, s'il a une autre copine par exemple, et qui fait dans la sorcellerie ou bien qui côtoie les féticheurs, qu'est-ce qui va se passer avec vos vêtements? Posez-vous un peu la question. Donc, on passe à la troisième histoire.
L'histoire là va être postée sur YouTube, DMG TV. Abonnez-vous à DMG TV sur YouTube parce que là-bas, les histoires de WhatsApp arrivent en premier là-bas avant d'arriver sur Facebook ou sur TikTok, tant pour moi. Donc c'est dangereux. Bonsoir à tous, bonsoir DMG. Bonsoir. Alors, comment ça va? Ouais, je vais bien, merci. Et toi? Et vous? Pardon. Ouais, je vais très bien. Hey, moi, tu t'inquiète. Ah, ok. Alors, je voulais vous raconter une histoire d'une amie qui m'a raconté son histoire. C'est passé à cela quelques mois. Alors, ça s'est passé à Douala, au Cameroun. Un jour, elle rentrait du boulot. Le soir, comme ça, elle s'est arrêtée devant un bar, non? Un snack bar, on peut pas appeler ça comme ça, pour prendre un pot. Et elle était seule, voilà. Elle était assise et elle a demandé à la serveuse de lui servir une bière, voilà. Elle était là, elle prenait sa bière tranquillement, tranquille, voilà. Et après, il y a un monsieur qui est garé avec une grosse voiture. Et le monsieur, il la Prado. Je sais pas. Elle ne m'a pas dit le nom de la voiture. Attends. Et attends. Et alors, elle, comme elle était seule, comme le monsieur était seul, non, le monsieur a demandé à la serveuse de lui offrir un champagne. Ok. Et elle, alors, comme elle ne connaissait pas le monsieur, elle ne voulait pas prendre, non. La serveuse est partie demander à la dame si elle voulait le champagne. La dame a dit non, elle ne veut pas parce qu'elle ne connaît pas la personne. Alors, la serveuse est partie voir le monsieur, elle a dit non, la dame elle a refusé. Et le monsieur a insisté plusieurs fois. Comme le monsieur a insisté, la femme elle a dit non, moi je veux pas. Et elle est non, le monsieur, pardon, il s'est levé, il allait voir la dame, il a dit à la dame que ma chérie, non, t'inquiète, il faut prendre, c'est moi qui t'offre, voilà, c'est moi qui t'offre, tu ne faut pas t'inquiéter et tout. Et elle a refusé, pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas le monsieur, voilà. Et après, elle s'est énervée, elle est sortie, elle est partie, elle est rentrée chez elle parce que elle n'habitait pas loin le snack bar était dans son quartier, voilà. Après, elle est rentrée chez elle. Après, elle est sortie, quand elle est sortie, de quand c'était à 17h comme ça, c'est 16h, elle voit comment les gens sont en train de il y avait la foule. Il y avait la foule et elle entre dans la foule, elle voit que c'est le même monsieur qui voulait l'offrir à boire qui est devenu fou. Donc il s'est déshabillé parce que apparemment c'était une condition qu'on avait demandé de faire, tu vois, qu'il fasse. Et il voulait faire ça sur la fille. Voilà. Et comme la fille a refusé, ça n'a pas marché, c'est sur lui que ça a marché. Voilà. Donc, le monsieur est devenu fou. Et voilà, fait, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut vraiment faire attention à tous les gens, les gens qui nous offrent à boisson, dans les snacks et tout gratuitement, voilà, sans connaître la personne. J'espère que j'ai bien expliqué mon histoire. Hein. J'ai un peu mangé certains mots-là. J'espère que j'ai bien... Merci beaucoup pour l'histoire, Dimitri. Non, de rien. Merci, passez une bonne soirée. Dans les commentaires. Ok. Rebonsoir, Jonathan. Rebonsoir. Alors, cette fois, je vais aller un peu plus vite. Cette histoire-là, on me l'a racontée. Je ne sais pas vraiment à qui c'est arrivé. Mais je sais que c'est arrivé à l'intérieur du pays. L'histoire est assez simple. Hein.
C'est un peu dans le même genre que l'histoire précédente. C'est quelqu'un, un douanier précisément, toujours plus sévère que ses collègues. Mais lui, franchement, c'était pas simplement la sévérité, c'était aussi la violence. C'est-à-dire que il n'hésitait pas même à porter main aux usagers. Il abusait en fait de son autorité. C'est comme ça qu'une fois, il va tomber sur un vieillard là, qui faisait passer simplement des volailles. Il faisait passer des volailles d'un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire. Le bonhomme a exigé sa part des volailles. Étant donné que le vieux, il n'avait pas déjà une grande marge dessus, il n'a pas accepté. Donc, ils étaient en train de négocier là. Et il s'apercevait que le vieux était ferme dans son refus. En pris de colère là, il a asséné une gifle au vieux. Il a giflé. Ses collègues sont intervenus pour lui dire non, ce qu'il a fait là, ça se fait pas, attends. Il y en a même qui ont demandé pardon au vieux, mais le vieux, il est resté tout à fait froid. Il est resté tout à fait froid. Il lui a même dit de passer, il n'y a pas de souci, qu'il passe. Il est passé. Mais il a dit à un de ses collègues qui lui demandait pardon pour celui qu'il a giflé là, que le gars là, lui, il espère que quand le gars va le chercher, le gars là va le trouver. C'est-à-dire, lui, il espère, lui qui est le vieux là, il dit, il espère que quand ton collègue qui m'a giflé va me chercher là, il va me trouver. Lui n'a pas compris la phrase, mais ne faisait que demander pardon au vieux. Le vieux a pris sa route, il est parti. Quelques minutes qui ont suivi, il a eu envie d'uriner. Donc, il s'est éloigné là, dans la broussaille là, pour voir bien sûr se soulager. Il voit qu'il a beau faire, rien ne sort. Il a beau faire, rien ne sort. Il s'est dit, bof, peut-être que ça va lui passer. Mais l'envie est pressante, mais le liquide ne sort pas. Donc, il a commencé à paniquer. Rapidement, il a expliqué au chef de poste. Le chef de poste a senti que c'était une affaire qui n'était pas claire. Il lui a dit, mais est-ce que tu n'as pas eu des soucis avec un passager aujourd'hui, tout ça? Il a dit non. Mais un de ses collègues qui était à côté, qui a suivi la scène, a dit non, c'est faux. Tout à l'heure, là, il a eu à porter main à un vieux. Il a eu à porter main à un vieux qui voulait faire passer de la volaille, là. Il voulait forcément prendre une part là-dedans. Mais le supérieur hiérarchique, d'abord, l'a proprement lavé pour commencer. Avant même de chercher à le sauver, il dit, mais attends, est-ce que c'est ce qu'on vous apprend? Si on vous dit de rester intègre là, c'est pour ces raisons-là. Vous pensez que c'est parce que nous n'aimons pas aussi les bonnes choses. Moi, j'ai vu le vieux passer, mais je n'ai pas demandé 5 francs. Quand on vous dit de rester intègre, c'est pour vous protéger vous-même. Bon, maintenant là, tu le retrouves où? Tu le retrouves où? Effectivement, ils ont appelé directement le supérieur, c'est un axe. Ils ont appelé le prochain poste douanier pour demander est-ce qu'il n'y a pas un vieux qui transporte des poulets là, qui est passé par là, tout ça là. Ils disent non, eux n'ont vu personne. Ils n'ont pas encore reçu ce genre de passagers là. Le monsieur est rentré vraiment, il a commencé à paniquer. L'envie qui est pressante jusqu'à finalement là, ils ont décidé de l'évacuer à Abidjan parce que là, peut-être qu'avec une chirurgie, ça aurait pu passer quoi. Et le monsieur est venu en tombe à Abidjan. Il fait les hôpitaux par-ci par-là, nada. Officiellement, il est en excellente santé. Mais lui seul, il sait qu'il n'arrive plus à déféquer, il n'arrive plus à uriner. Son ventre se ballonne. On regarde, il n'y a pas d'occlusion, c'est-à-dire il n'y a pas de, ses voies ne sont pas bouchées. Mais lui-même, il n'arrive pas à expulser. Il est resté dans cet état-là jusqu'à le pauvre monsieur est décédé. Donc, c'est dire aux gens que, bon, il y a des avantages que certaines fonctions peuvent donner. Il y a des privilèges que certains postes peuvent donner. Mais il faut savoir raison garder quoi. Il ne faut pas abuser de sa position. Que ce soit secrétaire, fonctionnaire, n'abusez jamais. Si le client veut vous donner encore, pour une première prudence, refusez. Et puis si vous voyez qu'il insiste de bonne foi là, vous pouvez peut-être accepter. Bon, c'était un peu mes deux histoires de ce soir là. Moi, je pense que je vais descendre. Merci beaucoup pour l'histoire, Jonathan. Merci à toi. J'espère que le message est passé. Bon, là, je vais pas perdre de temps. Je vais essayer de parler de ma part d'histoire.
Bon. Là, comme ça, j'ai trop d'histoires, mais je vais me focaliser sur une seule parce que elle est vraiment très importante pour la jeunesse. Et c'est une histoire très sérieuse. Et puis aussi beaucoup de gens qui attendent. Bon, l'histoire est très simple. C'est l'histoire d'une jeune fille de 19-20 ans qui en fait disait ceci. La vie est trop courte. Mon pétou, ce n'est pas le savon. Je peux partager comme je veux, à qui je veux, quand je veux. Et puis, du coup, elle était au Cameroun, vous voyez, c'était une fille de Douala, vous voyez un peu. Vous connaissez comment, bon, la plupart des sont. Maintenant, en fait, la fille, elle disait, bon, elle peut se donner aux ébats comme elle veut, ce n'est pas le savon. C'est comme ça alors qu'elle gnoxait partout. Ceux qui comprennent le terme gnoxer, je veux coder pour que vous voyez un peu qu'on ne nous bloque pas ici. Elle gnoxait partout, elle tanglait ces choses-là partout. Par semaine, elle pouvait échanger plus de 5 gars. Par mois, elle pouvait encaisser plus de peut-être 31 banglas différents. Bon, c'est sa vie. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, elle a dit, bon, je pense que j'ai déjà goûté toute qualité. Je pense que non, je peux me reposer. Et puis, c'était une très jolie fille, hein, très belle. Et à un moment, la fille, maintenant, a trouvé quelqu'un avec qui elle voulait se poser. Elle a dit, non, je me pose et tout. Mais bizarrement, la fille ne se rendait pas compte de ce qu'elle a fait dans sa vie. Parce qu'on pense que quand on encaisse les zizi, c'est seulement le goût, ça n'a rien de spirituel. Maintenant, quand elle a commencé à vouloir se poser, c'est là où les problèmes ont commencé. Son mari était lui un gars bien, un gars très croyant, pieux, il n'avait connu qu'une seule fille dans sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il se met avec la fille, 2 ans, 3 ans, pas d'enfant. 5 ans, pas d'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? La fille faisait les mauvais rêves, comment on la tape dans le lit avec le long zizi, on la gnoxe dans les rêves, tout ça. Elle pleure, elle se lève le matin, elle lève la jupe comme ça, là, elle voit qu'il y a le sang là-bas partout. On ne te touche pas, mais dans le rêve, tu sens qu'on te pine dans le rêve. Mais dans la réalité, ça se répercute, le lit est mouillé, tu verses, tu vois sur le lit. Elle est étonnée que, mais j'ai dit, hein, tu m'as touché la nuit, son mari dit que non. Donc c'était la magie. Entre-temps, elle avait les mauvais rêves, la malchance, elle ne trouve pas le travail. Elle avait seulement la malchance dans sa vie. C'est maintenant alors qu'elle est partie, elle a consulté un guide spirituel. Le gars a fait comprendre que c'est très grave parce que le niveau de zizi qu'elle a encaissé dans sa vie, c'était un niveau très fort. Donc ça veut dire qu'elle a encaissé les zizi de plus de 150 hommes dans sa vie. Les 150 hommes-là avaient encaissé les pétous de plus de 20 filles. Tu imagines le nombre de malédictions qu'elle a accumulées dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a ramassé la malchance spirituellement de plusieurs personnes. Et puis ça a bloqué sa vie à tout jamais. Elle a lu leur man. Elle lit leur reste comme ça, elle pleure. Sa vie ne donne pas. Elle force même l'homme ou l'enfant. L'enfant aussi meurt. L'enfant sort comme la souris dans son ventre. Merde! C'est alors comme ça que on a conseillé, c'est de là où j'ai connu que beaucoup d'astuces. En fait, j'ai connu une astuce. On a conseillé qu'il y avait une seule chose à faire. La fille, en fait, elle a fait les blindages et rien. Mais lorsqu'elle a pris le sel avec de l'eau, elle a lavé son corps avec pendant 1 mois. Viens me voir comment les choses... Tu sais comment qu'elle se lave, les cris sortent de la maison. Cri, cri, cri. Tu dis que mais les esprits se libéraient. Tu sens la présence d'un esprit, tu restes comme ça. Tu sens comme si quelqu'un veut s'échapper de la maison. Pap, 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 pap. On tape la toiture, tout. Elle a fait ça pendant plus d'1 mois. C'est comme ça alors que tout s'est évacué de son corps. Et puis, tout est revenu à la normale. Mais le mari aussi, il a compris, il a dit que bon, même si tu étais une ancienne gnoxeuse pro max, il n'y a pas de problème. C'est alors ça que, moi, la morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire, c'est que les filles qui pensent que aller avec plusieurs hommes là, c'est un palmarès, ou les garçons qui pensent que mettre les zizi partout, c'est être champion. Sachez que quand vous mettez le zizi quelque part, ou bien lorsque vous écartez vos pieds à tout le monde, beaucoup de malédictions entrent. C'est un truc spirituel, c'est un contact spirituel. Quand vous faites comme ça, tchoc, 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 sachez que vous ramassez beaucoup de faux trucs. Voilà. Merci de m'avoir pris, mon frère. On est ensemble. C'était le gnoxologue. Je disais que je vais raconter une histoire personnelle. Ce qui m'est arrivé, c'est Ok, que... oui, allez-y. Ce qui m'est arrivé, c'est que moi, je suis quelqu'un qui prie beaucoup.
Et un jour, je me suis amené à prier et puis je remarque que je fais des visions. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi je vois Jésus. Je dis, mais c'est bizarre quand même. Alors, je me suis mis à poser une question et puis je suis allé voir un prêtre. Attends. Tu priais jusqu'à tu as vu qui? Ça fait un écho, c'est bizarre quand même. Ça fait un écho, c'est normal. Tu as les écouteurs? Tu as les écouteurs? Non, pas du tout, je l'ai enlevé. Non, pas du tout, je l'ai enlevé. Ok. Continuez s'il vous plaît. Pourquoi ça fait l'écho? Peut-être parce que vous avez les écouteurs avant et vous avez retiré. Il faut en principe fermer WhatsApp et réouvrir. Fermer TikTok et réouvrir avant de lancer la demande quand on a brusquement retiré les écouteurs. Ah, d'accord. Alors, non, quand je prie tout seul. Mais j'ai toujours eu l'occasion de prier, j'ai dit. Alors, dans ce cas, ce qui se passe, c'est que un bon jour, je voyais Jésus. Je me posais la question, pourquoi je voyais Jésus? Alors, j'ai été voir un prêtre et je disais au prêtre que je voyais Jésus. Il me dit que ça n'existe pas, ça peut pas se faire puisque personne n'a jamais vu Jésus. J'ai dit, mais prêtre, je comprends pas. Je vois Jésus. Il me dit, il comprend pas. Alors, il faut prier. J'ai dit, mais je prie, je ne comprends pas. Alors, il me demande qu'est-ce que je fais comme prière, je l'explique et tout. Et voilà. Je suis retourné chez moi et je dis que je ne dois pas me casser la tête pour ça. Alors, je continue ma vie. Ce qui se passe, c'est que j'ai encore, les années passent, je revois encore Jésus. Cette fois-ci, je dis ça à ma mère. Ma mère, elle me dit, mais ne t'en fais pas, parce que le plus souvent, il y a des gens qui disent qu'ils voient Jésus. Quand ils voient Jésus, c'est que Jésus vient uniquement pour donner un don à quelqu'un. Alors, je dis, peut-être c'est ça. Alors, j'ai continué ma vie sans voir Jésus. Et les derniers temps, en 2021, mon père est mort. Mais avant que mon père est mort, je voyais avant la semaine que mon père est mort, devait mourir, je voyais beaucoup de visions de Jésus et j'ai vu mon père dans le rêve. Je me suis pas trop cassé la tête, mais il dit peut-être que c'est les esprits qui font ça ou voilà. Alors dans ce cas, on m'appelle au téléphone, on me dit tu es assis ou tu es debout? Alors je dis que je suis debout. Il me dit assis-toi. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors pendant que l'enfant m'a appelé, avant que l'enfant m'appelle, je vois Jésus. Je dis, pourquoi je vois Jésus? Ça me faisait très, très, très peur, très, très, très peur. Et après, elle me dit que, voilà, mon père est mort. Alors Jésus est venu me le dire. Voilà, l'histoire, elle était un peu cool parce que je n'arrivais pas à m'en sortir avec cette histoire parce que je m'entends en même temps. Alors c'est pourquoi voilà. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire, Mr. Ronald. Merci. Au revoir. D'accord, dans les commentaires. Au fait. Il faut arrêter le ventilateur, s'il te plaît. Le temps de raconter l'histoire, tu vas remettre après. Ok, là c'est éteint. Voilà, je disais que c'était une histoire d'une jeune fille qui, à Abidjan, en Côte d'Ivoire ici, elle racontait son calvaire. Elle disait que on l'avait embauchée dans un bar en tant que servante. Et donc, étant là-bas, elle était couteau avec tout le monde, mais elle s'est cadrée au fait. Elle ne se faisait pas de partir avec les garçons, puisqu'elle était nouvelle, bon, avec l'éducation qu'elle a eue, donc elle ne suivait pas tous les garçons comme ça. Mais bizarrement, elle a observé un certain moment, il y a un monsieur qui vient à partir de minuit.
Parce que le bar était vraiment réputé, là-bas, ça ne dormait pas, au fait. Mais à chaque samedi, il y a un monsieur qui venait. Le monsieur, il portait les melons noirs, des vestes noires. Et il avait une Mercedes à l'époque. Et quand ce monsieur arrive, il prend, puisque c'est à minuit, il vient, il prend une table, lui seul, il appelle personne, là, il commence à bière, et puis il commence à consommer. Bon, la jeune fille, elle a remarqué ce dernier-là. Elle dit, mais attends, d'autres garçons, quand ils viennent dans un bar, forcément c'est pour draguer les filles, faire les petits touchages, mais ce monsieur, je le remarque, ça fait un certain bon moment. Quand il arrive, il n'a pas affaire à quelqu'un, en fait. Quand il pèse sa bière, il boit et puis s'en va. Donc, comme ça, quand elle a décidé, quand le monsieur va venir, elle va l'approcher. Et donc, un jour, le monsieur est venu aussi, même chose comme ça, même habillement. Et quand le monsieur est arrivé, donc elle a approché ce dernier. Le monsieur, c'est un responsable. Elle a dit, ah, monsieur, vraiment, je t'ai remarqué à un certain moment. Donc, je ne sais pas si je peux prendre, puisque aujourd'hui, il n'y a pas assez d'hommes. À ce moment, je juge, il n'y avait pas assez d'hommes. Donc, si elle peut s'asseoir, voilà, pour prendre un petit bière là, comme ça, elle va se reposer un peu. Donc, le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Et voilà comment ils ont commencé à échanger. Et l'échange a été bien. Donc, voilà, le monsieur l'a proposé si vraiment elle n'est pas avec un gars ou quoi, mais voilà, si ça peut aller, voilà. Comme dragage, au fait, le dernier a dragué cette dernière-là. Et voilà, et c'est parti un peu plus vite, au fait. Donc, elle est allée chez le monsieur, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire ici, embauchement, au fait. Elle dit, tu prends une fille qui est chez toi, voilà, on appelle ça embauchement dans un langage. Donc, il a pris la fille comme sa copine. Ils sont restés ensemble pendant des années. Ils ont fait 3 enfants ensemble. Mais bizarrement, la fille dit, le monsieur lui donne tout. Tout ce qu'elle a besoin, le monsieur lui donne. Elle dit que causée financière, en tout cas, elle n'a rien, on a manqué de quelque chose. Mais elle ne sait pas ce que le travail que le monsieur fait. Donc un jour, elle a insisté, elle dit à ce monsieur, vraiment, je vais voir tes parents en fait, puisque maintenant on a duré ensemble, on a eu 3 enfants. Je vais voir tes parents. Donc le gars, il a cité un village de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et la dame connaît ce village-là, mais pas en fait, de nom en fait, mais elle n'est jamais arrivée. Donc elle a dit à ce dernier, vraiment, je veux voir tes parents. Donc le monsieur, chaque fois, le monsieur, il contourne. Mais quand la dame elle a ton troisième enfant, donc elle a insisté au fait. Bon, le monsieur dit, il n'y a pas de problème, ce qu'on va faire, on va chercher un bonjour et on va arriver chez nos parents là-bas. Et maintenant, ils ont cadré un bonjour comme ça. Et puis maintenant, ils sont allés ensemble. Et ben, quand ils sont arrivés ensemble dans le village, c'est comme la cour à 10 mètres, soit à 30 mètres. Ils sont arrivés déjà dans le village. Et voilà la cour du monsieur. Le monsieur dit, ok, ah bon, comme on est arrivé, voici notre cour qui est là-bas. Mais attends-moi, il faut aller dans la cour, dis mon nom, dis c'est Williams. Et lorsque tu arrives, tu dis c'est Williams. Et puis je vais aller voir un ami à côté, puisque il y a longtemps qu'il n'est pas arrivé au village. Donc il va aller saluer un ami. Il va aller saluer un ami et puis voilà, il va venir. Et la dame, elle a pris, puisqu'elle est arrivée à les enfants, elle est arrivée dans la cour, c'est que chez les parents du monsieur. Donc, étant le vieux qui était là-bas, c'est que le nom du monsieur, puisque le papa était déjà décédé, le nom du monsieur, mais attends, mais étranger, l'ont donné de l'eau, elle a bu. Maintenant, on la demande, bonne arrivée étranger. Quelle est votre raison de venir ici? Il dit, mais attends, que moi je suis le mari de Williams. Donc, le nom qui était vraiment abasourdi, il a regardé la fille, il dit, tu parles de quel Williams? Il dit, votre fils Williams, il a décrit ce dernier-là. Il dit, bon, ce qu'il faut t'asseoir, on va appeler son grand frère, et puis son petit frère, ils vont venir. Parce que ce que tu dis là, maintenant, on ne comprend pas pour le moment. C'est pas comment, si tu délis ou quoi, mais on va appeler. Donc, comme ça, ils ont appelé les frères, et le vieux a exposé. Il a dit à les frères de Williams, il dit, ah, la dame, elle vient du village à Abidjan. Elle est venue avec 3 enfants. Mais bizarrement, les enfants ressemblent à Williams. Donc, il a demandé à la dame, les enfants ont quel âge? Il dit le premier a 7 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Le premier a 7 ans. Bon, on suppose 7 ans de mariage. 7 ans de couple. Donc, maintenant, ils ont appelé les tantes, tout ça. Quand ils sont venus, la dame même était bizarre. Elle dit, mais Williams, il est allé voir. Il dit, il va aller voir quelqu'un à côté. Il dit, non. Là, ce que tu dis, là, non, on ne comprend pas. Parce qu'ils ont pris photo de ce dernier, ils ont envoyé. On dit, c'est ce Williams que tu parles. Il dit, oui. Donc, forcément, il y a toujours un timbre dans
dans une famille, il y a toujours un timbreux. Mais un qui a dit, mais toi-même là, tu délis. Lui-même, c'est moi, ça vaut plus de 15 ans. Elle dit non. Quand ce monsieur que vous parlez de lui, quand vous regardez les enfants là, avec la photo que vous me présentez là, il n'y a pas de ressemblance. Les parents disent oui, il y a une ressemblance. Mais elle dit, elle ne croit pas. Donc, on dit que William s'est décidé. Donc, elle est restée comme ça. William ne s'est jamais rentré dans la maison. C'est-à-dire qu'il n'est jamais revenu. Demain, elle est partie saluer là, il n'est jamais venu au fait. Et donc, ils ont pris la dame le lendemain, puisqu'elle ne pouvait plus se maintenir. Ils l'ont pris sur le tombe de ce dernier là. Ils l'ont montré, le tombe de Williams. On dit qu'il est mort, ça va 15 ans. C'est-à-dire que quand il est décédé, je ne sais pas si c'est 6 ans après, Et pendant les 6 ans, il faisait son travail à Abidjan ici. Et il a eu enfant avec. La dame dit, elle ne croit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas ce jour-là. Elle a fait un témoignage sur radio. Elle dit, c'est pas. Si on lui disait que non, les morts ils viennent, ou soit il y a les fantômes, mais elle n'allait pas croire. Mais elle-même, elle est victime. Mais elle ne sait pas si elle peut se remarier, ou peut-être. C'est pas, il faut qu'on lui donne conseil sur ce côté-là. Parce qu'elle a vécu avec ce dernier, elle a peur si ce dernier va venir le hanter encore plus. Voilà. Donc, c'est cette histoire que je voulais expliquer pour dire que vraiment, souvent, il y a d'autres personnes qui sont là, qu'on ne sait même pas, on ne connaît pas leurs revenus, on ne sait pas quel travail ils font, mais bizarrement, ils sont là, ils n'ont même pas de passé au fait. Moi, en tout cas, depuis cette histoire que elle nous a expliqué, vraiment, je commence à avoir peur de ceux qui n'ont pas de passé au fait. Genre des gens qui sont beaucoup nantis, mais qui n'ont même pas de passé. Quand tu fouilles, tu ne sais pas de quel village ils viennent, tu ne sais même pas de quelle contrée ils viennent. Bizarrement, ça fait peur, au fait. Donc cette histoire, il voulait expliquer à le panel et à DMG lui-même. Donc c'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Croque-Mot. Merci. Dans les commentaires. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Comment ça va? Ça va très bien. J'espère que le panel m'entend facilement. Bon, je vais vous raconter l'histoire de ma voisine, une histoire vraie. C'est ma voisine. Elle est à l'époque, parce que j'étais très jeune à l'époque, je devais avoir entre 11 ans ou 12 ans. Elle fréquentait donc avec mes grandes sœurs. Elle faisait la même école. Mais c'était le genre de fille que tous les hommes courtisaient, jolie. Elle avait tout ce qu'elle voulait, les grandes voitures, les grandes chaussures, sac à main et tout et tout. Un week-end, Nago décide d'aller en week-end à Douala, puisque l'histoire, ça se passe à Bafoussam. Je ne sais pas s'il y a des gens de Bafoussam, peut-être ils vont reconnaître l'histoire. Ça se passe à Bafoussam. Elle décide donc d'aller à Douala pour passer son week-end. Ils vont, comme ils organisaient ensemble, là, ils mentent aux parents que non, ils font des sorties scolaires pour partir boire le vin. Quand ils arrivent donc à Douala, pendant que ses copines vont en boîte avec elle boire le vin et tout ça, elle tombe sur un monsieur, bel homme, tout chaud, tout mignon, qui les offre à boire et tout ça. La soirée se passe bien. À une certaine heure, la fille décide de partir avec le monsieur. Parmi ses copines, il y avait mes grandes soeurs, bien entendu. On lui dit non. Nous sommes toutes venues ensemble. Il serait intelligent que nous rentrons tous ensemble. Elle s'entête et elle décide donc de partir avec lui. Bon, elles l'ont laissé partir. Le lendemain, le jour du départ pour Bafoussam, parce que le lendemain, elle devait prendre la route pour rentrer. On cherche la fille, on l'appelle, rien. Ils ont cherché la fille fatiguée, surtout que c'est dans une nouvelle ville, donc ils n'ont pas beaucoup de moyens pour entrer en contact avec la fille. Par peur, ils décident de ne pas dire aux parents. Ils rentrent. Quand ils arrivent à Bafoussam maintenant, mes grandes soeurs, elles ont peur. Elles vont donc dire à ma mère que voilà ce qui s'est passé. Tu vas nous taper, mais on préfère dire la vérité. Mieux tu nous tues. On est parti avec Solange et voilà ce qui s'est passé. On l'appelle, elle ne décroche pas. Ma mère leur dit donc d'aller raconter aux parents de la fille. Pendant qu'elles sont en train de parler et tout ça, une autre appelle pour dire que non, Solange elle vient d'avoir Solange en route pour Bafoussam. D'accord, il n'y a rien de particulier. Quand Solange arrive, on constate que Solange a complètement changé. Elle est devenue super riche, nouveau téléphone,
nouveaux vêtements. À l'école, c'est elle qui donne à manger à tous ses camarades de classe et tout ça. Subitement, son attitude change. Du jour au lendemain, son attitude change. Elle commence à maigrir. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle tombe malade et tout ça. Jusque-là, personne ne soupçonne ce qui s'est passé. Entre-temps, sa petite soeur, en fuyant la chambre de Solange en question, tombe sur une forte somme d'argent. On parlait des millions à l'époque. Du coup, elle demande à sa grande soeur, tu as pris autant d'argent où? Elle dit que c'est l'argent pour mon mariage. Elle lui dit, ok, ton mariage comment? Elle dit que je suis en train d'organiser mon mariage. Au moment venu, vous serez invité. Ah, sa petite soeur laisse tomber tout ça. Entre-temps, le mariage de la fille en question, c'était avec le monsieur. Le monsieur, c'était un Mami Wata, comme on dit souvent. Dans la soirée, c'est parce qu'elle est morte. La lettre qu'elle a laissée dit que pendant cette soirée, quand elle a disparu avec le monsieur lui a dit qu'on va, je te présente mes parents. Elle est partie avec le monsieur. Elle se disait que non, elle est tombée sur l'homme de sa vie, puisqu'il était beau, il avait l'argent et tout ça. La même soirée, elle dit qu'ils sont partis quelque part. À un moment donné, elle ne reconnaissait plus la route. Ils ont juste apparu devant une grosse maison et tout ça. Quand ils sont entrés à la maison, le monsieur lui présente ses parents. Quand elle regarde ses parents, elle constate que les pieds ne sont pas les pieds des humains. C'est comme les chèvres et tout ça. Elle a paniqué. Elle crie, elle sort pour fuir. Le monsieur dit que fuis alors. Je t'ai déjà montré ce que je suis en réalité. Donc tu ne peux plus rien. Soit tu m'acceptes comme je suis, soit tu vas mourir. Avec la panique et tout ça, elle a eu peur. Elle a donc décidé d'accepter. Les parents du monsieur donc lui ont dit que, ok, on t'apprécie beaucoup. Tu as l'air d'une fille qui est bien. Donc du coup, on te veut pour notre fils. Ce qui va se passer, c'est qu'on te donne l'autorisation de rentrer, de revoir tes parents. Parce que quand tu vas venir ici, tu vas mourir réellement dans le monde, dans le vrai monde, tu vas mourir. Du coup, voilà l'argent qu'on te donne pour organiser ton mariage. Comme je disais, donc la fille a commencé le processus je dis pas, elle a commencé les préparatifs de son mariage. Du coup, comme elle avait beaucoup de choses, elle a commencé à distribuer ses vêtements, les chaussures de marque qu'elle avait et tout ça. Dès que tu voulais quelque chose, quelqu'un qui était très radine, qui n'avait pas l'habitude de donner ses choses, appelait tout le monde pour distribuer tout. Du coup, quand elle a commencé la maladie et tout, elle savait qu'elle devait mourir. Elle a donc décidé de dire à sa mère et tout. Elle a donc commencé à expliquer à sa mère. Elle avait déjà fait une lettre parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas tenir. Puisque, selon ce qu'on dit, ces gens ne laissent pas très souvent l'occasion à la personne possédée de raconter l'histoire. Quand on peut, on finit avec toi avant. Du coup, elle a raconté à sa mère que j'ai rencontré quelqu'un, voilà ce qui s'est passé. Du coup, je ne veux pas que tu pleures parce qu'en réalité, je ne meurs pas. Je ne vais pas me marier. Sa mère dit que te marier comment? Pouf! Elle chute coma. On l'amène à l'hôpital 2 minutes plus tard. Parce que je me rappelle que ce jour, quand on l'amenait à l'hôpital, moi, ma mère m'avait envoyé au marché. Donc, je descendais quand le taxi montait avec elle, les gens criaient et tout ça. Elle arrive à l'hôpital. À peine elle arrive à l'hôpital, pouf, elle est morte. Maintenant, quand elle meurt, c'est là où, avec les pleurs, comme en Afrique, quoi, quand on pleure, les voisins vont regarder. C'est là où on commence à expliquer tout ça. Sa voisine dit donc à sa mère que elle avait trouvé la fille avec la robe et tout ça, de marier. Sa soeur a dit qu'elle devait se marier et tout. On va dans sa chambre, on commence à fouiller sa chambre. On soulève le matelas, on tombe sur le cercueil. Et la voix elle a chuté. Pendant que les gens sont scandalisés, les gens commencent à paniquer. C'était un fuite et tout ça. On dit donc à sa mère qu'il faut plutôt qu'on travaille sur son cadavre pour qu'elle ne parte pas retrouver le Mami Wata. Sa mère dit que le cadavre est déjà à la mort. Il faut que son père arrive le temps qu'on se prépare pour faire tout ce qui a lieu de faire. On dit d'accord. Pendant qu'on attendait que le père de la fille arrive, je ne sais pas comment il est revenu mystique. Commencer à menacer sa mère. Laissez-moi partir. Je vous ai dit que je veux partir me marier. C'est quoi ton problème pour aller travailler sur moi? Taper sa mère, mordre sa mère. Le matin, sa mère se lève. Il y avait réellement la morsure sur sa main. Il y avait réellement une morsure sur sa main. Elle avait mordu la main de sa mère. Au point, c'était enflé. C'est comme ça que son père arrive. Il dit, ok, comme tu as décidé d'aller te marier avec qui on ne sait pas, il n'y a pas de souci. On va gâter ton cadavre et tu vas mourir de vrai. Parce que il a commencé à parler, il parlait au quartier devant tout le monde.
Parce que ce sont les longs yeux qui t'ont amené et tout, et tout, et tout. Voilà ça qu'ils sont allés donc chercher, retirer le cadavre. Le jour qu'elle avait dit, parce qu'elle avait programmé, le service return même ce jour-là arrivé avec la nourriture déjà préparée. Donc elle avait même choisi ses menus. On a travaillé sur le cadavre de la fille. Et puis ils ont gâté, comme on dit chez nous, on dit qu'on a gâté le cadavre. Donc ils ont gâté le cadavre de la fille. Puis elle est morte selon ce qu'on dit. Mais ce qui est curieux, c'est que pendant la veillée, parce qu'à côté de leur maison, il y a comme un coup d'eau avec un petit pont. On appelle ça pont de singe. Donc, le pont, non seulement les planches et tout ça. Pendant la veillée, chez eux, il n'y avait pratiquement personne dans la veillée. Il y a un serpent qui est sorti de nulle part. Un énorme serpent en pleine ville qui est sorti de nulle part. Le serpent a commencé à se débattre, tomber au milieu des gens, commençait à se débattre là-bas, comme si on lui avait versé de l'eau chaude ou bien quelque chose. Le serpent tapait, les gens essayaient de taper le serpent et tout ça. Pour finir, le serpent a pu fuir, entrer dans le ruisseau qui était à côté de la maison et est parti. Jusque-là, il ne laissait pas ses parts. Ils l'ont enterré. Comme elle était fâchée parce qu'on avait gâté le cadavre, elle voulait aller se marier avec le monsieur. Elle revenait toujours mystiquement pour déranger ses soeurs, ses frères. On ne passait plus là-bas. Donc même les gens du quartier, c'est comme si tout le monde avait déserté le quartier. On ne passait plus de son côté où il y avait sa maison et tout. Elle a commencé à déranger. Son père donc allé voir quelqu'un de plus fort chez les bambous. Le monsieur est venu dire que effectivement la famille de l'homme réclame leur argent qu'ils ont donné puisqu'ils n'ont pas pu avoir la fille. Maintenant, ils veulent qu'on leur remette dans l'argent qu'ils ont donné à la fille pour préparer le mariage mystique. Ses parents disent, mais on n'a pas cet argent. Ils disent, oh, on sait que vous n'avez pas cet argent. C'est pour ça qu'ils veulent donc prendre la petite soeur de la fille comme partie pour remplacer la fille en question. C'est comme ça qu'on peut retirer le cadavre de la fille. On essaie de faire les rites. Ils ont fait des rites sur la petite soeur de la fille. Ils ont fait plein de choses. Pour finir, l'affaire s'est apaisée comme ça et puis le quartier est passé à autre chose. Je suppose que sa famille aussi. Donc, tout ce que je voulais dire, moi, la morale de cette histoire, c'est que tout ce qui brille n'est pas or. Il ne faut pas rencontrer un homme le premier jour, il te promet le mariage. Comme nous, les filles, nous sommes pressés, on veut toutes se marier, on saute sur l'occasion. Voilà ça qu'elle a perdu sa vie, elle a failli. Parce que sa petite soeur est un peu zinzin après cette histoire. Ça a rendu sa petite soeur un peu zinzin. Donc, elle allait chercher ses problèmes. Voilà ce que sa petite soeur a écopé. Pourtant, c'était elle seule qui était allée chercher. Donc, évitez vraiment de rencontrer les hommes. D'aller directement, tu rencontres un homme, tu ne le connais pas, tu vas dormir avec lui le même jour que tu le connaissais. Donc, voilà ça. J'ai plein d'autres histoires vraiment bizarres. Si je me mets à raconter ici, on va dire que je suis une sorcière. Donc, mieux je descends d'abord. Non, tu n'es pas une sorcière. Non, papa, j'ai peur, juste calme-moi pas. Je suis une grosse peureuse. Avant de raconter comme ça, j'allume d'abord partout. On va couper la lumière ce soir, va chez toi, tu vas respecter. Pardon, tente même pas. Ok, merci. Dans les commentaires, tu peux envoyer ta main pour les autres histoires. D'accord, je descends d'abord. Bonsoir DMG. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Je vais très bien. Vraiment, je suis très contente de monter en live. Ça fait un moment que je suis votre chaîne, si je peux dire ainsi. Et je suis très touchée par tout ce qui se raconte. Et ça m'édifie beaucoup. Bon, je ne vais pas être très longue. Je vais raconter l'une de mes histoires à moi que j'ai vécue à Yaoundé. Je ne vais pas donner le nom du quartier parce que certaines personnes risquent de reconnaître la personne en question. Donc, alors nous on arrive dans le quartier et moi je vis avec ma mère. Ma grande sœur vient nous rejoindre dans le quartier quelques années plus tard, mais elle n'est pas loin de nous. Elle est peut-être à 5 minutes de la maison. Un jour, notre voisine nous raconte que vraiment, il faut qu'on fasse attention parce qu'on était dans un quartier autochtone. Quand je parle autochtone, c'est que tous ceux qui sont là, pour la plupart, c'est des gens, c'est leur village, ils sont nés là, ils ont grandi là. Alors, la voisine nous fait savoir que, ici au quartier, là, comme vous nous voyez là, nous qui sommes les étrangers, il faut qu'on fasse attention.
parce que où nous sommes là, il y a beaucoup de sorciers. Moi, j'ai déjà été victime. Et elle nous raconte sa petite histoire, comme quoi elle est sortie une fois dans la nuit, elle a rencontré 2 animaux en train de causer, et puis elle est tombée gravement malade et tout. Bref, on passe. Bon, moi, ça me dit rien. Elle a Parce rencontré que 2 animaux en train de faire quoi? en train de causer avec la voix d'homme, quoi. Elle est sortie la nuit pour aller se soulager parce que où elle louait une chambre, en fait. Et elle n'avait pas de toilette dans sa chambre. Donc, les toilettes étaient dehors. Dans la nuit, à peut-être une nuit comme ça, elle s'est levée pour aller se soulager. Et elle a croisé 2 animaux en train de parler avec la voix d'homme. Donc, elle s'est dit qu'elle hallucinait, mais malheureusement, ce n'était pas une hallucination parce que le lendemain, elle est tombée gravement malade. Dieu merci pour elle. Sa famille est venue la chercher, on l'a soignée et puis elle a compris que ici, là, il ne faut plus que je sorte la nuit. Donc, sa fille et elles avaient les pots des enfants, là. Chacune avait son pot. Elle se soulage la nuit. Le matin, elle verse dehors. Bon, voilà donc, moi je sympathisais bien avec les autochtones du quartier et tout. Il y a un qui me dit, ah, mon père là, notre grand-père, nous tous on a peur de lui ici. Parce qu'au quartier, il y avait beaucoup de décès, des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui mouraient, qui tombaient malades. C'est des gens qui tombent d'abord malades et puis ils décèdent. Mais entre eux là, je me suis dit que bon, s'il y a la sorcellerie, c'est entre vous, vous allez vous manger entre vous. Voilà, un jour, je vais chez ma soeur. Le monsieur dont on parle, il me regarde. Parce qu'à l'époque, j'étais bien fine, j'étais maigre même. Il me regarde et il aimait bien m'appeler ma petite baguette magique. Ça ne me disait rien. Jusqu'au jour où on me fait savoir que le monsieur là est compliqué, ça ne me disait rien. Je passe. Un jour, je vais chez ma soeur. Il me regarde, il me dit, avec sa canne, il avait un endroit précis où il s'asseyait toujours. Il prend sa canne, il me tend ça, parce que c'était un vieux, hein, quand je te présentais, vraiment un vieux. Il me pointait sa canne et il me dit, toi, ma petite baguette magique là, tu es trop dure, mais toi là, tu vas être ma femme. Ça m'a touchée. Je suis passée, j'ai pas réagi, j'ai pas parlé. Je suis allée chez ma grande soeur, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais étant chez ma grande soeur, j'avais mal au cœur. Je lui dis que, mais comment quelqu'un me dit une chose comme ça avec sa réputation, je ne réagis pas. Il faut que je réagisse. Et en même temps, je me dis, je vais répondre à un sorcier, tu n'as pas peur. Et une autre voix me dit, il faut lui répondre. Donc quand je finis ce que j'avais fait sur ma grande soeur, je rentre. Il y avait une seule route pour quitter de chez nous, pour aller chez ma grand-sœur, il n'y avait pas 2 routes. Et sur cette route-là, il avait son coin là où il s'asseyait toujours. Donc, quand je repasse pour rentrer, il me pointe encore sa baguette, son bâton. Il dit, toi, ma petite baguette magique. Je me suis arrêtée, je me suis retournée, je le regarde. J'ai dit, toi, le vieux là, ce que tu fais aux enfants du quartier ici là, faut même pas me tenter. Si tu essayes, tu vas voir ce que tu cherches. Je te préviens. Donc, quand je dis comme ça, je passe, il y a son neveu qui me connaît bien, qui a suivi la scène. Il m'appelle, il me dit, hé Florine, tu as fait quoi comme ça là? Tu le menaces? Est-ce que tu connais qui c'est? Je dis qu'il est qui? Il va me faire quoi? Il va me faire quoi? Entre-temps, DMG dans mon cœur, j'étais en train de trembler. Même où je suis en train de parler là, je suis encore en train de trembler. Je dis, tu es qui? Tu vas me faire quoi? Hein? C'est vous qui avez peur de lui? Eh, pardon, qu'il essaie ces bêtises là avec moi, il va voir ce qu'il cherche. C'est même quelle histoire ça? Je passe. Quand je vais à la maison, mon cœur bat fort comme ça. Je dis, hé Florine, toi aussi tu parles comme ça à quelqu'un. S'il vient te chercher, tu vas dire quoi? Après, bon, c'est passé, c'est sorti même carrément de ma tête. Peut-être 3 jours plus tard, ma mère voyage. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vivais juste avec ma mère. 3 jours plus tard, ma mère voyage. Donc, je me retrouve toute seule à la maison. Alors, je suis sortie avec des amis, on allait prendre un verre, je rentre, je suis fatiguée, je suis très fatiguée même. Je fais juste mon signe de croix avant de dormir. Je me couche et puis, comment on appelle le truc là? Tu vois le genre, tu te couches et puis tu te sens paralysée, tu peux pas bouger, rien. Quand je me couche comme ça, je suis paralysée, ça me prend... La paralysie du sommeil. Direct, voilà, ça me prend direct là. Je reste comme ça, j'ai dit, hey, c'est quoi ça? Et quand ça me prend pour une première fois, je dis au nom de Jésus. Quand je dis au nom de Jésus, ça me lâche. Parce que j'étais bloquée. Tu vois, genre, tu es bloqué, tu as les yeux ouverts, mais tu ne peux pas bouger.
J'ai dit au nom de Jésus, ça me lâche. J'ai dit bon, j'ai pas bien prié. Comme j'avais juste fait le signe de croix avant de dormir, il faut que je m'asseye, je fasse une vraie prière. Donc je m'assois, je fais ma prière. Je vais préciser que où j'habitais, on était pratiquement en bordure de route. Il y a des lampadaires. Donc même quand tu éteins partout, il y a la lumière des lampadaires qui rentre quand même dans la chambre. Ce qui veut dire que ma chambre n'était jamais noire. Je n'étais jamais plongée dans un noir total. Alors, quand je finis ma prière, je me couche encore. Dans ma chambre juste en face de moi, j'avais le portrait de Missy Elliott. Pour ceux qui connaissent la rappeuse américaine Missy Elliott, j'avais le portrait de Missy Elliott. Je me couche donc, j'éteins et la paralysie me prend encore. Quand ça me prend, je tourne la tête, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Quand je tourne la tête vers la partie où il y a le portrait de Missy Elliott, ça se tourne, ça devient comme un tourbillon. Ça se tourne et tu vois le tourbillon quitte du portrait, ça vient au-dessus de ma tête. Je commence à prier, ça me lâche. Quand ça me lâche, je dis je n'ai pas bien prié. Je me lève encore, je prie, je chante. Je prends la Bible, je lis la Bible, Somme 91. Je prends la Bible, je laisse au chevet du lit. Je dis bon, ce qui est en train de me déranger là, avec la Bible ouverte au Somme 91, là, il ne va plus venir. Je me couche à nouveau. Je dors. Dès que le sommeil... En fait, c'est la même chose, quoi. Ça me reprend encore. Mais cette fois-ci, quand ça me prend, la chambre est complètement noire. Donc, c'est comme si je suis dans les ténèbres. La chambre est noire de chez noir. Je ne vois même pas une petite lueur de lumière qui vient de quelque part. Et quand je regarde au-dessus de moi, le tourbillon est là au-dessus de moi, bien grand. C'est en train de descendre. Je sens que l'histoire là veut me prendre. Je dis non, vous avez menti. Vous n'allez pas me prendre. Je suis seule à la maison, ma mère n'est pas là. Je dis, vous n'allez pas me prendre. Je commence à prier, je suis bloquée, je suis étouffée, je prie, ça ne me lâche pas. C'est en train de descendre, ça descend, je vois comment c'est en train de descendre sur moi comme ça là. Je prie fort, je prie, à un moment ça me lâche. Quand ça me lâche, je me lève, je regarde, il est peut-être 1h30 comme ça là. Je dis, est-ce que je vais rester éveillée? Il n'est que 1h30, je suis fatiguée. Est-ce que je pourrais rester éveillée jusqu'au matin? Parce que l'histoire qui est en train de me déranger là, je ne comprends pas. Après, je prends mon courage, je me lève, je sors de la maison, je vais chez la voisine. Pas celle qui a vu le truc, hein. Parce qu'on était dans une petite cité où il y avait des appartements. Donc, je vais chez la voisine direct du même palier. Je cogne à sa porte. C'est une femme mariée. Je cogne à sa porte. Elle sort. Elle me dit, hey Florine, il y a quoi? Je dis, pardon. Si tu as l'eau bénite là-bas, donne-moi. Parce que je n'arrive pas à dormir. Elle prend l'eau, elle me donne et elle repart se coucher. Moi, je prends l'eau, je verse partout dans la maison, toutes les entrées, toutes les portes et fenêtres. Je verse partout. Et en me couchant, je dis, si tu es fort, reviens, je suis prête. On va se faire ça. Si tu es fort, là, il faut revenir. J'ai fini de verser. Quand je parle comme ça, mais si tu entres dans mon cœur, il a fini. J'étais déjà partie. Enfin, je ne comprenais pas ce qui s'est passé, mais je joue au faux courage en fait. J'ai dit, il ne faut pas que je montre à l'esprit qui est en train de me déranger que j'ai peur. Il ne faut pas que je lui montre que j'ai peur. Donc, je finis comme ça, je me couche. Je fais encore ma prière, je me couche. Et là, c'est le vrai sommeil qui me prend. Je dors jusqu'au petit matin. Au petit matin, quand je me lève le matin, je dis, c'est même quelle histoire comme ça qui s'est passée. Qui est venu m'attaquer la nuit? Je ne sais pas. Je reste tranquille et tout. Ça n'a pas fait 2 jours. On me dit, le papa là est tombé gravement malade. Sa maladie n'a même pas duré 2 jours. Parce qu'au bout de, je pense, 4 maxi 5 jours après le truc que j'ai eu, il est mort. Et quand il est mort comme ça, comme c'est quelqu'un qui a fait tellement du mal au village, à sa propre famille, c'était plutôt la fête. Quand il est décédé, on a plutôt fêté. Je n'ai pas entendu les pleurs, les trucs comme ça là, non. Tu savais que c'était le deuil parce qu'il y avait sa photo là et le programme du deuil. Mais les musiques qu'on jouait là, c'était pas... On jouait les Catino, les Lady Ponce et tout ça là. Il n'y avait pas de musique de trucs. Donc c'est un peu ça mon histoire. La morale de mon histoire, c'est quoi? C'est que quand tu es en face des gens, de ces sorciers là, et que tu sais que c'est un sorcier,
Ne lui montre jamais que tu as peur. Montre-lui que où tu dors là, moi-même je dors là-bas, donc si tu viens m'attaquer, on va se faire ça. Pourtant, toi-même, tu sais que tu n'as rien. Mais quand tu te comportes comme ça, lui-même, il va rester comme ça, il dit que la fille, la façon, elle me parle, là, elle compte sur quoi. Donc, en venant t'attaquer, là, il va venir avec beaucoup de pincettes. Pour ceux qui sont courageux, parce que d'autres, tu vas parler comme s'il va dire non. De toute façon, elle parle là, elle est sûre de ce qu'elle dit, elle est confiante et tout. Non, le gars ne va même pas venir. Donc, c'est un peu ça. Merci de m'avoir fait monter. J'ai beaucoup d'histoires. Je vais laisser la place aux autres de venir raconter leur histoire. La prochaine va être vraiment... Avant de partir, attends un peu, s'il te plaît. Avant de ne pas encore, s'il te plaît. Merci beaucoup pour l'histoire. Et j'ai envie de jouer une histoire ici, là, de WhatsApp. Je parlais tantôt de l'histoire de la récolte de sperme, là, qu'on avait joué ici une fois. Mais je sais que si tu descends et que je joue l'histoire, parfois le réseau dérange quand il n'y a personne, là. Mieux tu restes le temps pour moi de jouer l'histoire, après tu vas pouvoir descendre si c'est possible. Tu as la connexion, non? Oui, je suis connecté. Je vais jouer l'histoire, c'est parce que je ne fais que recevoir l'histoire. C'est même maintenant que je viens de recevoir l'histoire 7 minutes 12 secondes. Genre, j'ai remarqué l'histoire tellement. Plus de 7 personnes m'ont envoyé la même histoire. J'ai même eu peur au début, mais c'est que l'histoire qui se répète. Genre, j'écoute, je bosse pour un épisode de YouTube. Mais quand je viens encore écouter même histoire. C'est comment? Donc, écoutons l'histoire ensemble. L'autre histoire, c'est l'histoire d'un gars. Donc, un gars il est décédé vendredi. L'histoire du gars est assez couplante parce que c'est un jeune étudiant de la ville de Yaoundé. Il étudiait dans l'institut. En tout cas, en racontant l'histoire, on m'a bien fait comprendre que je pouvais la raconter et faire le voice et demander, s'il vous plaît, de partager l'histoire. Mais de ne surtout pas donner les noms, mais que l'histoire serve de conseil à chacun. L'histoire, je dirais que c'est l'histoire d'un jeune homme âgé de 19 ans, comme la plupart d'entre nous, qui donc est dans la ville de Yaoundé, dans un institut, un grand institut, bel institut où on forme. Maintenant, il sortait avec une fille. La fille, maintenant, bref, ils avaient l'habitude d'entretenir les rapports et tout. Ils avaient les rapports, c'était sa go. Maintenant, un jour, la go arrive chez lui. Le jour en question, c'était mardi. La go arrive. Ils ont parlé, causé et tout. Et puis, ils ont commencé à s'embrasser et tout, faire ce qu'il fallait faire. Ils ont couché ensemble. Le gars a remarqué que depuis qu'il est né, c'est vrai qu'à 19 ans, être sexuellement actif, c'est d'abord bizarre. Bon, pas bizarre, mais en principe, ça ne devrait pas trop être le cas. Ou du moins pas comme il était. Parce qu'il était vraiment très, très actif. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quand il est au moment d'éjaculer, il se rend compte que le gars éjacule comme il n'a jamais éjaculé. Il a éjaculé le Jacques. C'est comme s'il a éjaculé pour 10, pour 15 coups. Ça sortait seulement comme si c'était seulement le lait, gars. Il dit que ça sortait seulement comme si c'était le lait. Il n'a rien compris. Un seul coup, il a éjaculé le lait. Il dit éjaculé comme si on ouvrait le robinet. Bon, il s'est dit que c'est peut-être parce que il avait fait un moment sans être avec sa meuf. Et puis il a laissé. Mercredi, bam, il tombe malade. Il se sent pas bien. Il se dit que ça doit être le coup de la veille. Ça l'a beaucoup fatigué. Jeudi, son pénis commence à pourrir. À partir du bout, le bout du pénis commence à pourrir. Ça pourrit. Tout son pénis pourrit, c'est déjà au niveau du ventre. Ça pourrit. Les gars, ne la paient pas. Ça pourrit, ça prend les pieds. Ça pourrit jusqu'à ce que vendredi, il est décédé. Tout son corps pourri. Mais avant de partir, il a pris la peine de raconter ça à ses combis. Tu vois, ses combis qui sont qui? Deux
Combi, un qui est à Douala, moi, crois même avec un autre qui est ici à l'université des Rwandais. Il nous a raconté ça, tu vois. Il nous disait que non, il a mal et qu'il a l'abcès sur son oui. Moi, j'apprends donc qu'il est décédé vendredi. Voilà comment Joss avec Combi là, il nous a alors raconté. Bref, tu vois un peu, on a essayé de faire un peu le lien. Voilà comment aujourd'hui je me suis déplacé quand même. Je suis allé du côté du. Pas aujourd'hui. Hier d'abord, l'autre qui a envoyé s'est déplacé du côté de sa famille pour aller leur raconter l'histoire, tu vois. Ils ont attrapé la fille parce que la fille n'habitait pas loin. Ils ont attrapé la fille. Et moi maintenant, je suis parti de ce côté-là aujourd'hui. Et apparemment, la fille, elle a parlé. La fille dit qu'il y a un réseau ici dehors. Un réseau qu'on a découvert il y a quelques années. Pour ceux qui sont informés, ça existe. C'est un réseau de trafic de sperme. Donc dans le réseau là, les filles, on leur donne des substances. Elles mettent ça sur leurs lèvres, elles mettent ça sur leur sein, elles mettent ça entre leurs jambes. De sorte que dès que tu vas prendre la substance, c'est une substance mystique. Tu prends ça au niveau des seins, ou au niveau de ses lèvres, ou alors au niveau de son entrejambe, si tu pars lui faire le cunilingus. Quand tu prends cette substance là, ça te fait éjaculer 10 fois plus que d'habitude. Et ça te suce. Et c'est mystique. C'est mystique, gars. Faisons très attention. Et maintenant, ce qu'elles font encore, c'est que ce qu'il y a de pire dans ça, c'est que si tu es quelqu'un de très croyant, ou si tu es quelqu'un de très blindé, ce que ça fait, c'est que ça te vide de ton énergie et ça te laisse la malchance. Maintenant, si tu es quelqu'un que tu es comme ça, tu marches comme ça, tu ne pars pas à l'église, tu ne vois pas les marabouts, tu vis ta vie comme ça. C'est la mort, comme nos cocombis. C'est soit la mort, soit la folie. Les gars, faisons très attention, gars. Faisons très attention. Après le voice ici, si vous pouvez partager, parce que ça peut arriver à n'importe quel point. Faites très attention avec les gars avec qui vous vous mettez. Faites très attention avec les gars avec qui vous couchez. Donc, en gros, voilà un peu le voice. Merci beaucoup, Florine, pour la patience. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Dans les commentaires. Ok. Partagez, partagez. Envoyez les cœurs. Confiance. Donc, ceux qui se rappellent de l'histoire de la fille qui avait raconté, expliquer exactement c'est quoi le réseau de trafic de sperme là. Vous vous rappelez de l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas vu l'histoire, allez sur la page YouTube, Facebook et TikTok. Regardez la vidéo trafic de sperme. C'est là. Elle a tout expliqué. Elle a dit que son amie faisait partie des filles qui faisaient dans ça. Donc, elle connaît vraiment ce qu'elle disait. Et en écoutant l'histoire, si aujourd'hui, 2 semaines après ou bien 3 semaines après, tu comprends qu'il y a vraiment un lien entre ce qu'elle a dit et ce que le monsieur s'y dit. Je rappelle que l'histoire-ci apparemment a été partagée dans un groupe familial et ça a fuité comme ça a fuité là pour se retrouver sur DMZ TV où plus de 6 ou 7 personnes ont envoyé la même histoire. Je n'ai pas écouté beaucoup d'histoires. Sûrement, il y a encore même l'histoire-ci dans beaucoup de contacts parce que je vois c'est transféré. Donc merci beaucoup pour ceux qui partagent les histoires comme ça sur notre page pour qu'on vienne ici écouter. Donc on va continuer. J'espère que les hommes là, vous avez compris que dehors il y a un groupe de personnes qui sont là juste pour la récolte de sperme. C'est un réseau. Je ne vais pas dire plus que ça.